Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci de préférer BB24. L'électricité demeure une équation difficile à résoudre en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Environ 30% de la population ouest-africaine a accès à l'électricité malgré le potentiel de chaque pays. Cette situation plonge la région ouest-africaine dans un siècle de pauvreté, d'instabilité et de sous-développement. C'est donc pour réguler ce secteur que le marché régional de l'électricité est né. Pour en savoir un peu plus sur ce marché, nous avons invité sur ce plateau M. Claude Gbenougbe Gbagidi, président de l'autorité de régulation de l'électricité au Bénin. Bonsoir, M. Gbagidi. Bonsoir, Madame la journaliste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci. Alors, M. Gbagidi, le marché régional de l'électricité a été lancé au Bénin en présence de plusieurs ministres des États membres de la CEDEAO. Notre pays va abriter le siège de ce marché régional. Certains critères ont certainement joué en faveur du Bénin. Dites-nous un peu comment le Bénin a obtenu cet accord de siège. Oui, merci, Madame la journaliste. D'abord, il faut faire un petit rappel historique. Et le système d'échange d'énergie électrique ouest-africain a été mis en place au cours du 22e sommet des chefs de l'État de la CEDEAO qui a eu lieu à Lomé en 1999. Et à Lomé aussi, et en décembre, un peu avant ce sommet, le Conseil des ministres de la CEDEAO a adopté un règlement portant sur un plan directeur de production d'énergie électrique et de l'intégration des réseaux électriques de la sous-région. Parce qu'il y a eu le constat que la sous-région dispose d'énormes potentiels en énergie, mais fait face à une crise permanente d'énergie électrique et à la pauvreté, comme vous l'avez souligné. Il y a aussi cette volonté des chefs de l'État de la mise en commun de leurs ressources afin que chaque pays puisse profiter, puisque de toute façon, en étant ensemble, on est solidaires. Donc, c'est ce qui a été à la création de ce système d'échange d'énergie électrique ouest-africain en 1999. Il y a eu plusieurs étapes jusqu'à ce qu'en 2003, la première structure de ce système a été mise en place, c'était l'Observatoire de l'énergie, dont la mission était de donner l'alerte aux États membres en matière de déficit énergétique et de trouver rapidement des solutions pour y faire face. Il faut trouver un siège à cet observatoire. Et la communauté électrique du Bénin, qui était un maillon important et qui d'ailleurs fait déjà du commerce de l'énergie en reliant pratiquement la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin et le Nigeria, s'est tout de suite prononcé pour abriter le siège de cet observatoire. Et il faut avoir les infrastructures tout de suite disponibles. La CEB avait un immeuble d'accueil à Akpakpa, fonctionnel, avec les équipements nécessaires, et s'était même engagé à mettre un véhicule neuf à la disposition de cet observatoire. Donc, du coup, il a été accepté que le Bénin abrite l'observatoire du système d'échange d'énergie électrique. Plus tard, les organes même du système d'échange d'énergie ont été mis en place et le siège provisoire du secrétariat général du système a été aussi attribué au Bénin et provisoirement dans l'immeuble et à Akpakpa. Et plus tard, en 2003, la même CEB a accepté, bien sûr avec l'approbation des deux pays, d'accorder au système d'échange d'énergie électrique un espace de 4 hectares à Abourbe-Clavi, sur lesquels aujourd'hui est en train d'être construit le bâtiment qui doit abriter le centre d'information et de la coordination du système d'échange d'énergie électrique ouest-africain. Voilà comment le Bénin est devenu le centre de l'énergie électrique de la CEDEAO. De la CEDEAO, d'accord. Alors, les pays qui se mettent ensemble pour ce marché ont à leur niveau un déficit énergétique. À quel résultat peut-on donc s'attendre avec cette union?
Oui, avec cette union, la base même de cette union, comme je vous l'avais dit, c'est le plan directeur du développement de la production d'énergie électrique et l'intégration des réseaux. Donc il y a tout un programme qui a été mis en place pour favoriser le développement de ce marché. C'est ainsi qu'il faut construire des lignes électriques, il faut construire des centrales de production. Et les lignes électriques, comme j'ai dit tantôt, la CEB a été le premier, le Togo et le Bénin ont été les premiers pays à bénéficier de prêts concessionnaires, de subventions, de dons de la Banque mondiale, de la BAD et de l'Union européenne pour construire ce premier boulevard. Donc la ligne 330 kV entre le Nigeria, le Bénin, le Togo et le Ghana est pratiquement achevée aussi aujourd'hui. Il y a d'autres projets tels que la ligne d'interconnexion entre la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée qui aujourd'hui est en construction. Il y a la ligne entre le Nigeria, le Burkina, le Niger, le Burkina et le Bénin, dont le financement aujourd'hui est pratiquement bouclé. Okay. Et plusieurs autres lignes aussi. Et la production aussi. Ici au Bénin, il est prévu la construction d'une centrale de 450 MW, production utilisant le gaz. Au Ghana aussi, il est prévu la même centrale de 450 MW. Et au-delà de ça, chaque pays aussi a pris l'initiative de développer la production d'énergie électrique. Donc aujourd'hui, je viens de lire sur Ecofin d'hier que le Ghana a annoncé que l'énergie deviendra moins chère parce que le Ghana a découvert du gaz qui sera mis en application, en exploitation incessamment. Donc, en 1999, au moment où on créait le système d'échange d'énergie électrique, on ne pouvait pas s'imaginer que le Ghana allait découvrir du gaz, le mettre à disposition pour une production d'énergie meilleur marché. Or, la CEB est un client du Ghana. Voilà, donc ce qui peut amener, le plan directeur qui contribuera aujourd'hui à mettre en place ces infrastructures afin de le marché. Le marché est en plusieurs phases, naturellement, puisque ça va s'accompagner, le marché se renforcera au fur et à mesure que les infrastructures seront développées et mises en place. Ben, avec tous ces détails que vous venez de donner, on peut donc espérer, puisqu'on se dit, quand il faut se mettre ensemble, il faudrait qu'il y ait quelqu'un de plus fort et quelqu'un de plus faible. Voilà que tous les pays, chacun des pays de la CEDEAO ont déjà un problème d'électricité au niveau des pays. Donc on se pose bien la question de savoir comment des faibles se mettre ensemble, qu'est-ce que ça va donner. Mais avec votre réponse, on a eu plus de précision. Il y a plusieurs projets qui sont actuellement en cours. C'est dire donc que l'énergie produite dans un pays servira forcément à servir les populations au niveau des autres pays de la CEDEAO. Et donc avec le transport du produit final, est-ce que l'électricité ne reviendrait pas chère à la population de ces pays? L'objectif, c'est de rendre une énergie bon marché disponible et continue à la population de la CEDEAO. Parce que il y a, comme je dis, un potentiel énergétique différemment réparti dans la sous-région. La production d'énergie électrique la moins chère peut être basée sur le charbon, le gaz, l'hydroélectricité, et puis aujourd'hui, les énergies renouvelables. Donc, quand on prend l'ensemble des pays de la CEDEAO, lorsque je prends le Nigeria, par exemple, vous savez qu'il y a un potentiel énorme de production pétrolière et de gaz à ce niveau. Il faut les développer, ces sources primaires qui contribuent à la production d'énergie électrique. Je viens de vous dire tout à l'heure que le Ghana vient de mettre en exploitation son potentiel gazier qui, et il a dit, va faire baisser le coût de l'électricité. Les énergies renouvelables aujourd'hui, les pays du Sahel qui font partie de la CEDEAO ont un potentiel solaire plus élevé que d'autres pays. Et le coût de la production à partir du solaire est en train de baisser.
Donc les infrastructures de production d'énergie solaire qui seront mises en place et qui feront partie du mix énergétique permettront de toujours baisser le coût de l'énergie. Aujourd'hui, le Nigeria, le Ghana, même le Niger envisagent la production d'énergie nucléaire. Ça aussi, ça peut un jour venir contribuer à la baisse, mais ça, c'est une vision à long terme. Mais les sources disponibles aujourd'hui, mis à part cette source de production d'énergie électrique, permettront de baisser le coût de l'énergie. Donc, le consommateur final ne profitera que de la mise en place de ce système d'échange d'énergie électrique et de ce marché régional. À part donc les énergies renouvelables, est-ce qu'on aura également recours à la biomasse, l'éolien et toutes ces autres sources d'énergie pour quand même permettre à la population de souffler un peu? Oui, l'éolien et la biomasse font partie des énergies renouvelables. Et notre pays et nos pays devraient même, de la plus particulièrement le Bénin, axer leur stratégie sur le développement de ces énergies renouvelables. Parce que nous n'avons pas besoin d'importer du combustible pour faire tourner les centrales. Même si aujourd'hui, on peut importer du gaz, mais le gaz n'est pas sur le territoire du Bénin. Donc, en développant les énergies renouvelables, on contribue aussi à l'équilibre de la balance commerciale, parce que la source primaire est sur notre territoire et permet donc non seulement de créer des emplois, mais aussi, comme je dis, d'améliorer la balance commerciale du Bénin. D'accord. Au-delà de la production d'énergie, le taux d'électrification reste encore faible dans les pays de la CEDEAO. Comment le marché régional compte donc régler ce problème d'électrification? Bien, le marché, c'est d'abord prioritairement pour les échanges d'énergie électrique. Et lorsque l'énergie électrique sera en abondance, de qualité et continue, déjà même la ville va en bénéficier, oui. Mais chaque pays a un programme de développement de son réseau d'énergie électrique afin de lever ce taux de 30% seulement d'accès à l'électricité. C'est ainsi qu'au Bénin, nous avons plusieurs projets de renforcement du réseau de distribution de la SBE, projets soutenus par le MCA2, l'AFD, l'Union européenne. Et au-delà, pour les populations rurales, il y a aussi aujourd'hui des programmes qu'on appelle électrification hors réseau, qui sont aussi soutenus par le MCA2. C'est l'une des composantes essentielles du programme MCA2, qui permettront aussi de mettre en place des systèmes favorables aux localités qui ne peuvent pas être raccordées au réseau dans une dizaine d'années. D'accord. Alors, Président, la production de l'énergie profiterait à tous si l'efficacité énergétique est une réalité dans tous les pays. Alors, comment l'autorité de régulation compte contrôler les équipements électriques qui vont entrer dans les États membres de la CEDEAO? Il s'agit des fils électriques, des lampes économiques, des appareils électroménagers. Bien. L'une des missions de l'autorité de régulation de l'électricité, c'est de veiller au respect du cadre légal et réglementaire et au respect des textes législatifs et réglementaires du secteur de l'électricité. Donc, pour pouvoir contrôler les équipements, il faut un cadre le permettant. Donc, ce cadre, il n'est pas encore très élaboré aujourd'hui, parce que lorsque vous allez sur le marché des produits du secteur d'énergie électrique, on peut en voir de toutes les couleurs. Si je prends par exemple les équipements électroménagers, il y a des pays déjà comme le Ghana qui ont institué un système d'étiquetage de ces produits pour distinguer ceux qui sont énergétivores et ceux qui ne le sont pas. Donc ça, c'est un premier pas. Je crois. Il y a un programme comme ça aujourd'hui au Bénin
qui n'est pas encore arrivé à maturité, mais qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin. Donc il lui arrivera aussi un moment où on aura un système d'étiquetage des appareils électroménagers. Ensuite, il faudrait aussi, pour la promotion des lampes économiques, il faut faire une campagne de sensibilisation. Il faut aussi un contrôle douanier pour permettre, donc associer les douaniers à ces contrôles pour éviter que des produits douteux n'arrivent sur le marché des produits d'électricité. Donc l'autorité de régulation jouera sa partition dans l'ensemble de cet environnement qui sera mis en place pour pouvoir contrôler les équipements qui ne sont pas énergétivores. D'accord. Alors, quelle sera donc la contribution de chaque État en matière d'investissement, mis à part la production, bien sûr? Oui. La production de chaque État, lorsque je prends la construction des lignes haute tension, c'est vrai que lorsque vous vous mettez ensemble, les États se mettent ensemble et cherchent le financement auprès des partenaires financiers, c'est plus crédible, c'est plus facile, les partenaires financiers sont plus disposés à accorder ce prêt. C'est ainsi que pour la ligne dorsale dont je vous ai parlé, entre le Nigeria, le Togo, le Bénin et le Ghana, chaque pays assure le financement des infrastructures qui sont sur son territoire. Mais parce que ces 4 États, ça a été considéré comme un projet régional. Du coup, l'accès au financement a été pas difficile. Je prends la dorsale nord, c'est la même chose aujourd'hui, c'est considéré comme un projet régional. Mais chaque État porte la responsabilité du crédit offert. Bien sûr, une étude de faisabilité, une étude technico-économique a été faite pour montrer que les ressources qui seront générées à travers le transit de l'électricité, à travers le transit de l'électricité par ces lignes, ces ressources permettront de payer l'investissement qui est fait. Avec ce marché, est-ce que le partenariat public-privé sera maintenant effectif? Oui, le secteur de l'énergie est un secteur marchand, mais c'est un secteur où les investisseurs privés sont très intéressés. Mais pour permettre aux investisseurs privés de venir investir dans des projets d'énergie électrique, il faut un environnement attractif. Et cet environnement suppose un cadre légal et réglementaire et transparent, prédictible, et il faut par exemple un régulateur indépendant qui assure les investisseurs et qui permet de défendre les intérêts des uns et des autres, aussi bien les intérêts des investisseurs que les intérêts des consommateurs. L'autorité de régulation doit rassurer les investisseurs que les décisions qui sont prises ne sont pas des décisions arbitraires et qu'on n'augmente pas les prix de manière incontrôlée et qu'on défend aussi le consommateur final. Lorsque donc ce cadre est propice, attractif et que les procédures aussi de la sélection de ces producteurs indépendants d'énergie électrique, lorsque la procédure est transparente, on peut être rassuré que nous aurons beaucoup d'investisseurs. Mais il reste encore quelques chemins à parcourir. Nous sommes en train de le faire. Nous avons déjà fait un processus de sélection d'un producteur indépendant pour la construction d'une centrale de 120 MW à Maria-Gleta. Ceci, c'est indépendant de la centrale actuellement en construction. Justement, Président, le Bénin ne produit pas encore suffisamment d'énergie aujourd'hui pour se mettre sur le marché. Qu'est-ce qui peut donc être fait pour sortir le Bénin de cette position? Oui, si le Bénin veut être, parce que dans un marché, il y a les acheteurs et les vendeurs.
Pour le moment, on est essentiellement acheteur. Mais si le Bénin, demain, veut être aussi un vendeur, il faut qu'il y ait une vision dans ce sens et qu'il développe des sources de production bon marché capables de faire concurrence avec les autres pays. Sinon, on restera acheteur. Voilà. Et nous avons ce potentiel aussi énergétique sur notre territoire. Donc, il s'agit pour le politique et pour les acteurs du secteur de développer une stratégie en choisissant un mix énergétique assez bon marché, concurrentiel sur le marché de l'électricité. Alors, M. Baguidi, nous n'allons pas finir cet entretien et sans parler de l'autorité de régulation de l'électricité. Vous êtes le président de cette autorité-là. Qu'est-ce qui est fait par l'arrêt à ce jour? Oui, l'autorité de régulation de l'électricité est mise en place depuis 3 ans dans le cadre de la signature du deuxième compact du Millennium Challenge Account. Et depuis ce temps, l'autorité de régulation travaille à améliorer le service, la qualité et la continuité de la fourniture de l'énergie électrique. Vous avez constaté d'ailleurs que depuis quelque temps, la situation s'est beaucoup améliorée. Je ne dis pas que cela revient uniquement à l'autorité de régulation de l'électricité, mais sans fausse modestie, nous apportons notre contribution. C'est vrai, Président, que la situation s'est améliorée, mais le coût des factures d'électricité reste encore élevé. La population se plaint encore. Oui, je crois que c'est juste, parce que le pouvoir d'achat de la population béninoise n'est pas nécessairement élevé. Et les factures peuvent sembler élevées. D'ailleurs, vous l'avez dit, il faut l'efficacité énergétique. Il faut que chacun applique déjà chez soi l'efficacité énergétique. Il faut acheter les ampoules économiques. Lorsque vous sortez de votre salon, en allant dans la chambre, il ne faut pas laisser la télévision allumée sans que personne ne soit présent. De ces petits gestes contribuent déjà à réduire la facture d'électricité. Ensuite, lorsque la facture d'électricité, un consommateur pense que sa facture d'électricité est exagérément élevée, ce consommateur peut se plaindre non seulement à la SBE, mais aussi à l'autorité de régulation de l'électricité qui est en train de mettre en place une procédure d'instruction des plaintes et des réclamations des consommateurs. Donc voilà en ce qui concerne la facture. Mais globalement, il faut dire qu'aujourd'hui, l'autorité de régulation de l'électricité a aussi pour mission d'assurer l'équilibre financier du secteur. Ça veut dire quoi? Il faudrait que l'opérateur puisse recouvrir ses coûts. Si l'opérateur ne recouvre pas ses coûts, il ne peut pas non plus faire les investissements pour la qualité du service. Mais aujourd'hui, le constat que nous avons fait, après une étude tarifaire, on constate que l'opérateur, notamment la SBE, n'arrive pas encore à recouvrer ses coûts. Nous n'allons pas dire que c'est nécessairement à cause du tarif de l'électricité, mais il y a d'autres paramètres qui jouent, par exemple les pertes d'électricité qui sont énormes. Ils sont à peu près de 25%. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple. Vous êtes un commerçant, vous allez acheter 100 oranges, mais avant d'arriver au marché pour le vendre, vous avez perdu en route 25. Est-ce que vous pouvez revendre les 75 là, couvrir vos coûts d'achat et vos coûts de transport, faire votre bénéfice? Nécessairement, vos oranges seront plus chères que peut-être la commerçante qui est à côté. Donc, vous me donnez raison, Président, que le coût de l'électricité à ce jour c'est par exemple un facteur qui peut contribuer au renchissement des coûts. Donc, il ne faut pas qu'il y ait des gens en cours de route qui vous volent vos oranges. Et c'est un peu aussi le cas, c'est-à-dire ce taux de perte comprend aussi les fraudes, les vols. Bon, il y a un taux de perte technique qui se constitue entre 12 et 13%, mais
25%, ce n'est pas possible. Ça ne permettra pas à la CEB et à la SBE de pouvoir recouvrer ces coûts. Donc, la SBE va travailler sur ça, sur ces taux de perte. Mais d'autre part, aujourd'hui, il faut reconnaître que l'État subventionne massivement le secteur. C'est vrai que la situation s'améliore, mais c'est environ un minimum de 18 milliards de CFA que l'État injecte dans ce secteur, tout simplement parce que les perturbations aussi font perdre à l'économie nationale près de 150 milliards de francs CFA. Donc l'État a accepté d'accompagner la SBE, mais cela ne peut pas durer. Pourquoi cela ne peut pas durer? Parce qu'il y a 30% de Béninois qui ont accès à l'électricité aujourd'hui. L'État, tout en sauvegardant les intérêts des consommateurs, doit aussi sauvegarder l'intérêt général. Cette massive subvention qui est faite au secteur de l'électricité peut servir à construire d'autres infrastructures, des écoles, des hôpitaux, les routes. Donc, à un moment donné, il faudrait que nous soyons convaincus que les 30% qui consomment aujourd'hui doivent vous permettre que les 70 autres pourcents aient accès à l'électricité. Donc, il faut un prix juste permettant à l'opérateur de recouvrer ses coûts. D'accord. Merci à vous, monsieur Claude Gbagidi. J'aurais bien voulu qu'on parle des défis à relever par l'arrêt, mais vous le savez, nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro de l'entretien.